Bonjour ou bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fidèles internautes, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous recevons Maître Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris, président du Front du refus des crimes et des injustices au Congo-Brazzaville, le FRCI. Avec lui, nous tenterons de parler de la situation du Tchad, les similitudes entre le régime du feu Idriss Déby Itno et celui de Brazzaville, incarné, comme vous le savez, par Denis Sassou Nguesso. Deux régimes fondés sur les injustices, les crimes de toute nature, sur le despotisme, le totalitarisme, le non-respect des constitutions et sur la violation des droits et libertés fondamentaux. Bonjour, Maître Amédée Nganga. Bonjour, mon cher Christian Perrin. En tout cas, très heureux de vous compter parmi nous et vous suivez probablement l'actualité, notamment la situation du Tchad. Un maréchal président Idriss Déby Itno a trouvé la mort au front, selon la version officielle de l'armée tchadienne. Mais au-delà, d'autres versions circulent. On parlerait d'ailleurs d'un coup d'état de palais, trahison par ses maîtres, mort au front dans un violent accrochage avec les FACT. Qu'à cela ne tienne, quelles leçons tirer de ces malheureux événements qui s'enchaînent au Tchad avec aujourd'hui la mise en place d'un comité militaire de transition, en violation bien sûr de la constitution tchadienne. Merci encore une fois, Monsieur Perrin, de votre question. Elle est longue et elle conduit à faire un certain nombre d'observations qui me paraissent utiles quant à la situation actuelle du Tchad, situation en réalité qui n'est pas étrange et qui n'est pas la première, puisque l'Afrique centrale, de façon générale, ne vit qu'au rythme de ces crises. On dirait même d'ailleurs que l'Afrique centrale n'est l'Afrique centrale que parce qu'on proie à ce type de crise. L'affaire du Tchad, effectivement, comme tout le monde l'a constaté, ça donne quelques frictions. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mon cher Christian. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on nous dit que le maréchal Idriss Déby serait tombé au front, prenons cette première hypothèse et essayons de l'accepter et nous allons décortiquer. S'il est tombé au front, c'est que cela est conforme, j'allais dire, à la Constitution qui l'oblige ou qui l'amène à défendre l'intégrité du territoire national. C'est l'une des missions, j'allais dire, la plus élevée et qui, d'ailleurs, lorsqu'elle n'est pas assurée, peut conduire à la haute trahison. Donc, si M. Idriss Déby, si tel qu'il est dit, est bien mort au front parce qu'il s'agissait de défendre l'intégrité du territoire, quelle est l'autre obligation fondamentale qui peut être assumée par un président de la République que de défendre l'intégrité territoriale. Et donc, de ce point de vue, cette intégrité territoriale, il n'a pu la défendre que conformément à la constitution tchadienne. Et pendant que vous le dites, maître, c'est aussi le chef suprême des armées, je crois. Ben voilà, c'est cela. Donc, à ce titre-là, et conformément à la Constitution, c'est une obligation, j'allais dire, constitutionnelle que M. Idriss Déby devrait assurer. À contrario, il aurait pu être poursuivi pour haute trahison. Or, il a assumé, il est mort. S'il est mort au front, il n'y a pas meilleure façon que d'accepter que la Constitution pour laquelle il s'est battu pour assurer la défense de l'intégrité territoriale, que celle-ci s'appliqua, ça va de soi. Il n'y a aucune situation exceptionnelle à cela, puisque la Constitution le prévoit. Alors, je ne vois pas comment on arrive à passer d'une situation qui, j'allais dire, constitutionnellement prévue et qui relève des engagements et des obligations, j'allais dire, suprêmes du chef de l'État, et que celui-ci meurt au combat parce qu'il voulait défendre l'intégrité territoriale, et que par la suite, la Constitution qui lui donnait ces pouvoirs-là ne puisse plus être respectée. Ça me paraît quelque chose de tout à fait étrange. Et d'ailleurs, donc j'emboîte en ce moment-là, si jamais vous n'appliquez pas cette Constitution, ceux qui viennent pour appliquer autre chose commettent un coup d'État. Et s'ils font un coup d'État, ils sont en contre-faux avec la Constitution, ils doivent donc être poursuivis pour forfaiture et trahison. Ça ne peut pas être autrement. Rien n'arrive à faire ajuster
la situation assumée par un président de la République avec cette obligation de défendre l'intégrité territoriale, obligation constitutionnelle, il y perd la vie pour avoir assuré cette défense-là. Je ne vois pas comment il peut en être autrement que d'appliquer cette constitution. Eh bien, curieusement, Maître Amédée Nganga, ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que ce coup d'État est entériné par la France, notamment par le président français Emmanuel Macron, qui a assuré déjà son soutien au comité militaire de transition, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui a été mis en place en violation de la Constitution du Tchad. Oui, mon cher Perrin, on semble faire passer un coup d'État comme d'un acte tout à fait légal. Et c'est ça qui est curieux. Ce qui est illégal, c'est le coup d'État, et ceux qui font le coup d'État, c'est-à-dire qui ne respectent pas les institutions, c'est ceux-là finalement. Et d'ailleurs, ça va plus loin, parce que si nous acceptons ce coup d'État, il est fort à penser que finalement, le maréchal Idriss Déby n'a pas été victime de ce dont on nous parle. Donc, il a dû être assassiné en ce moment-là. Il faut ouvrir une information judiciaire contre les auteurs du coup d'État et pour s'assurer de ce que la légalité doit l'emporter sur le coup d'État. Le coup d'État n'est pas un acte constitutionnel, admissible et licite. Or, on a l'impression quand on parle du coup d'État, c'est comme si nous étions en face d'un acte licite, alors que c'est un acte anticonstitutionnel. Et c'est une infraction qui devait amener les auteurs à être arrêtés. Mais pour faire le lien avec le président français Emmanuel Macron, qui, selon vous, vous dites qu'il a entériné ce coup d'État. Mais en réalité, la réponse est tout à fait simple, mon cher Perrin. Et je me pose la question d'ailleurs, est-ce que finalement, l'Afrique centrale, de façon générale, l'Afrique centrale, est-ce qu'il n'est pas en train de traverser sa période d'occupation nazie, comme lorsque la France en a été victime lors de l'occupation nazie à l'époque, en fait, de la guerre de 40-45. Je suis en train de me poser la question, est-ce que l'Afrique n'est pas en train de passer cette période d'occupation nazie? Parce que nous nous retrouvons avec des chefs d'État, un chef d'État d'un pays quand même développé, qui s'amuse à vouloir aller entériner un coup d'État, ce qui voudrait dire en réalité la constitution tchadienne, mais les constitutions africaines n'ont aucune valeur normative. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que si nous acceptons cela, ça veut dire que l'Afrique est en train de placer, et sous l'égide, si vous voulez, d'une occupation des forces négatives, j'allais dire presque comparativement à ce qu'a subi la France sous l'occupation. Maintenant, il s'agit de se poser la question, est-ce que la France sous l'occupation était une bonne chose? Et évidemment, vous avez bien fait de poser cette question. On se pose la question tous de savoir à quoi servent donc les constitutions ou les élections en Afrique lorsqu'on sait que généralement ces constitutions sont violées. Et ce qui est d'ailleurs curieux, c'est qu'avant même sa mort, Déby a fait savoir que c'est la France qui est venue changer la constitution du Tchad pour le maintenir au pouvoir. Alors on se pose la question, que se passe-t-il exactement entre la France et ces pays de l'Afrique centrale? Sont-ils encore sous le joug de la France? Sont-ils vraiment indépendants? Parce que si la France se permet de venir changer les constitutions dans les pays africains pour maintenir les dictateurs, il y a de quoi craindre l'avenir politique en Afrique centrale. Monsieur Christian Perrin, je viens de le dire tout à l'heure. Essayons, alors 2 points que je viens d'énumérer et on va essayer de les analyser. D'abord, les constitutions africaines n'en sont pas une parce qu'ils n'ont aucune valeur normative. Parce qu'ils sont le fait d'un individu qui incarne sa volonté, dans laquelle, pense-t-il, se retrouve le peuple. Lui, il est le peuple et le peuple est lui. Et vous voyez, ça rappelle exactement ce que disait Hitler en Allemagne. D'accord? Deuxième point, quand la France s'initie dans ces colonies-là, mais en réalité, ça veut simplement dire que ces pays ne sont jamais sortis du joug colonial. D'où mon interrogation à considérer, est-ce que finalement, l'Afrique centrale n'est toujours pas encore sous occupation? Et une occupation fondée sur une idéologie nazie. Parce qu'on ne peut pas justifier, de mon point de vue, on ne peut pas justifier que le seul intérêt de la France suffise à considérer qu'il est nécessaire que pour ces intérêts-là, que l'on soutienne des criminels qui sont même d'ailleurs pratiquement à l'image de ce qu'était Hitler, des véritables criminels, des assassins, des assassins nazis.
Et là, je vous ferai la démonstration avec ce qui se passe au Congo. Comment est-il possible que les intérêts de la France, si tant est qu'il y a les intérêts de la France, et que ces intérêts seraient conformes aux valeurs de la République, comment est-il possible que ces intérêts ne soient sauvegardés que par des criminels qu'ils mettraient en place? Ce qui veut dire, je ne crois pas un seul mot de ce que ça soit véritablement les intérêts de la France. Parce que les intérêts de la France conformes aux valeurs de la République sont ceux qui se soutiennent ou sont ceux que l'on voit, si vous voulez, de façon transparente dans les relations entre les États de même niveau de développement. Et c'est là où se jouent les intérêts de la France. Mais alors, les intérêts en Afrique francophone, mon cher Perrin, et c'est une nuance de taille, ce sont les intérêts de la France-Afrique. Et si ce sont les intérêts de la France-Afrique, vous comprendrez donc que la cellule africaine soit véritablement, et je me pose des questions, est-ce que ça ne serait pas un creuset de néo-nazis pour continuer à soutenir des régimes qui ne valent pas la peine? Comment est-ce que les intérêts de la France à ce niveau-là, si ce sont les intérêts de la France, alors ces intérêts de la France-Afrique ne sont donc pas les intérêts conformes aux valeurs de la République? Parce que si ces intérêts étaient conformes aux valeurs de la République, je ne vois pas en quoi est-ce que l'estomac d'un enfant qui est rassasié peut-il obérer l'estomac d'un adulte dans les relations entre la France et les pays colonisés? Parce qu'en réalité, il est possible d'établir cette relation que moi j'appellerais la relation inégale mais égale. C'est-à-dire que l'enfant peut manger à sa faim, l'adulte peut aussi manger à sa faim. Rien n'empêche véritablement que ces intérêts-là ne soient pas à même d'être satisfaits dans ce sens-là où vous avez l'estomac d'un petit enfant qui doit manger à sa faim et l'estomac de l'adulte qui ne saurait être obéré du fait que l'estomac de l'enfant aurait été rassasié. Donc, les intérêts de la France doivent être vus à deux niveaux. Il y a les intérêts de la France conformes aux valeurs de la République et il y a les intérêts de la France-Afrique qui ne sont pas conformes aux valeurs de la République, mais qui sont véritablement l'expression pratiquement néo-nazienne. Parce qu'il est, il est impossible de croire que les intérêts de la France soient incompatibles avec le bien-être des peuples africains. Maître Amédée Nganga, on va donc essayer de regarder les deux régimes. Le régime Déby, déjà, qui s'apprêtait d'ailleurs à amorcer son 6e mandat présidentiel qu'il venait, entre guillemets, de remporter lors de la dernière élection présidentielle au Tchad. Et c'est le jour même de la proclamation des élections que nous apprendrons finalement que Déby était tué. Alors, lorsqu'on regarde ce régime, on trouve les similitudes, évidemment, avec le régime de Brazzaville, incarné, comme vous le savez, par Denis Sassou Nguesso. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ce sont des régimes basés sur des injustices, sur les crimes de toute nature. Et en fonction de ce qui se passe au Tchad aujourd'hui, quelle leçon tirer pour le Congo-Brazzaville où le despote vient, une fois de plus, de s'autoproclamer pour un énième mandat présidentiel, donc un régime qui s'accroche au pouvoir? Ces régimes-là, qu'il s'agisse du régime de feu maréchal, qu'il s'agisse de régime minable et nauséabond du régime congolais, il y a une chose que vous allez remarquer, c'est cette forme de standardisation du système. Toutes les constitutions, que vous preniez la constitution tchadienne, que vous preniez la constitution congolaise, c'est exactement la même chose. C'est comme si ces gens-là vivaient dans le même type de société et qu'ils ont les mêmes origines historiques. C'est étonnant. Est-ce que vous voyez en Europe, les constitutions sont standardisées ici? Et comment ça se passe que des institutions, plutôt des constitutions, qui après avoir été transformées soi-disant en constitutions démocratiques, on arrive quand même au même résultat comme si nous étions dans le parti unique? Il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire véritablement que l'État à partir duquel s'organisent ces mécanismes institutionnels ne sont pas nos États à nous, ce sont des États propriétés de la France. Voilà pourquoi vous voyez que la France choisit, comme sous l'occupation, il choisit quels sont ceux qui peuvent être les collabos, parce que c'est ce qu'il faut dire. Ce sont des institutions qui sont mises en place, soutenues par la France,
Parce que par ce moyen, il arrive à avoir des collabos, je dis bien, des collabos, comme sous l'ère Vichy. Voyez? Et ils sont là pour organiser le pillage des matières premières et ils sont là aussi pour organiser, si vous voulez, une forme de division pour régner. C'est-à-dire qu'on a des collabos qui travaillent pour la France et ceux qui ne sont pas les collabos de la France sont considérés comme des ennemis dans un même pays. Et c'est ce que vous voyez par exemple aujourd'hui au Congo avec cette opposition flagrante entre le Nord et le Sud. Vous voyez? Donc, ces institutions-là, ces États-là, ne sont pas véritablement nos États, ce sont des États d'emprunt par lesquels la France nous tient. La preuve, c'est qu'ils standardisent les constitutions. Or, ces constitutions sont rédigées en langue française. Et si je devais faire un lien avec ce qui vient de se passer au Tchad, mon cher Perrin, vraiment la comparaison est tellement simple et elle est immédiate, c'est la relation. La mort de Marien Ngouabi, l'assassinat de Marien Ngouabi et l'affaire du Tchad. L'assassinat de Marien Ngouabi, on a mis en place un comité militaire du parti qui a violé la constitution de 1973 à l'époque et la constitution actuelle du Tchad qui vient d'être violée. Donc, vous voyez, cette similitude montre quoi? Qu'il s'agit d'un même cabinet qui travaille sur les mêmes situations. Mais ce cabinet ne peut être que la France-Afrique. Et donc, la France-Afrique est un véritable creuset et c'est un problème pour l'Afrique aujourd'hui. Si c'est un creuset de néo-nazis, il est temps pour nous de nous en débarrasser et il faut faire comme ce qu'a fait De Gaulle. Et donc, la question, c'est de savoir comment peut-on faire pour se débarrasser de la France-Afrique. Parce que c'est cela, parce que ce n'est pas possible de trouver une forme de similitude, de standardisation des situations. Pourquoi est-ce qu'au Tchad, on ne peut pas respecter la Constitution? Alors, qu'est-ce qui poserait problème? Pourquoi on ne respecte pas la Constitution? Or, on a vu au Congo, c'est exactement la même chose. Comité militaire du parti, on vous dit, le comité militaire a décidé que. Et ils ne font pas référence à la Constitution. Le comité militaire de transition, la charte du Tchad, c'est exactement la même chose. Ils ne font pas référence à la Constitution. Mais finalement, donc, ces constitutions ne valent absolument rien, ou ils ne valent que ce que vaut la personne du collabo, j'allais dire, de la France, et que dès lors qu'il disparaît, eh bien, disparaît avec lui la Constitution. Donc, c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Alors, maître, que le peuple tchadien se lève et ils doivent se lever pour accepter, pour exiger l'application de cette constitution. Et il n'est pas question de dire que le président de l'Assemblée, soi-disant, aurait refusé pour laisser ceci. Non, s'il refuse, il faut l'arrêter. Il commet là une forfaiture parce que ce n'est pas une faculté de le remplacer, c'est une obligation constitutionnelle. Donc ça aussi, il faut le savoir. Et parce on n'avait pas réussi à le faire, qu'on est arrivé à des dérapages. Mais évidemment, parmi les dérapages dont vous faites état, c'est le non-respect, évidemment, des constitutions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi des élections qui sont organisées. Alors, face à ces situations, est-ce qu'on peut craindre un avenir trouble en Afrique? Parce que finalement, tout le monde se rend maintenant compte que les constitutions n'étant pas respectées, les élections ne valent absolument à rien, et que cela ouvre la voie à des violences. Finalement, le pouvoir au bout du fusil. Oui, mon cher Perrin, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça ne s'arrête pas simplement à ce constat, mais le constat, il est réel. Hein. Le premier constat, c'est de dire que finalement, ces constitutions sont des constitutions propriété, droit de propriété. Donc, si ces constitutions sont constituées comme droit de propriété, ça veut dire que le pouvoir est une propriété de celui qui l'incarne. Et donc, nous ne sommes plus dans un État démocratique. Et le droit de propriété est un droit absolu. Personne ne peut y porter atteinte, d'accord? Or, si tel est le cas, mais les élections ne servent à rien, et d'ailleurs, vous le dites bien, ils servent à rien. Pourquoi? Mais parce que pour être propriétaire de son bien, on n'a pas besoin de chercher des suffrages. Et donc là, d'une certaine façon, et c'est un peu la machine à l'envers, c'est qu'il est anticonstitutionnel de faire des élections lorsque vous considérez que le pouvoir est une propriété. Parce que pour accéder à la propriété, on n'a pas besoin des suffrages universels. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut relever. Si ces constitutions ne sont pas des constitutions normatives, mais ils sont simplement des constitutions, j'allais dire, miroirs de la propriété, eh bien, il ne sert à rien de les organiser. Puisque en réalité, ce ne sont pas des élections, ce sont simplement un meilleur moyen, si vous voulez, de chercher à liquider ou à tuer un certain nombre de choses, puisque la propriété qui est violée constitue un trouble de jouissance.
Et lorsque l'on sait que la propriété est absolue, celui qui trouble la jouissance à la propriété, vous avez le droit de vous protéger et donc éventuellement de le liquider. Et donc, si l'État qui est devenu l'instrument du pouvoir devient l'instrument de la propriété, eh bien, la seule chose qui reste à faire, c'est quoi? C'est de tuer tous ceux qui vont venir troubler la jouissance de cette propriété. Et c'est ce que vous voyez au Tchad, c'est ce que vous voyez au Cameroun, c'est ce que vous voyez au Congo véritablement. Donc voilà, et ça, ce que vous avez vu, regardez avec la mort de Guy Parfait Kolela. Mais je l'avais déjà indiqué, attention, le droit, la constitution congolaise, la constitution, j'allais dire de Sassou, ce n'est pas la constitution congolaise. D'accord? Donc, à partir du moment où c'est un droit de propriété, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et tout le problème, c'est celui-là, mon cher père. Tout le problème, c'est celui-là. Comment est-il possible qu'un individu puisse imposer sa volonté au plus grand nombre? Et comme je le dis, il y a une formule que j'utilise très souvent, c'est comment il est possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre. Voilà le problème qui se pose. Sassou, comme le maréchal, comme ils imposent leur volonté au peuple. Comment est-il possible que le peuple se soit réduit à accepter d'être assujetti par un individu? Mais ça, ce n'est possible que parce que cet État qu'on nous a donné est un État tronqué, monté sous les auspices de l'idéologie nazie, qui fait qu'on donne le pouvoir aux collabos afin qu'ils aient, une fois qu'ils ont permis le pillage, qu'ils protègent les intérêts donc, de ceux qui les ont mis là, eh bien, ils ont toute l'attitude de tuer. Parce que sinon, M. Perrin, regardez encore. Vous voyez qu'au Burkina Faso, on venait d'ouvrir une information judiciaire lors de l'assassinat de Thomas Sankara. Je crois que vous êtes au courant. Tout à fait. Et cette information ouverte indique qu'il y a des indices graves et concordants sur la personne de M. Compaoré, qui est devenu aujourd'hui ivoirien. Donc, vous vous rendez compte, M. Perrin, est-ce que vous vous rendez compte que ce monsieur a dirigé donc pendant presque 30 ans, mais ce n'était qu'un criminel? Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, pendant 30 ans, ce criminel a dirigé un pays. Donc, des criminels dirigent un pays. Donc, si on comprend très bien, des criminels à la tête des États, c'est bien cela, c'est la logique actuelle. Mais exactement, mais à la tête des États tronqués, parce que cet État-là, c'est l'État de la France. Et vous savez bien que lors des indépendances, aucun pays africain n'a créé son État, vous le savez. C'est-à-dire? Tous les États que nous avons, ce sont des États hérités de la France. Et donc, à partir de là, ils ont détruit ce qui pouvait être nos propres organisations afin que nous puissions vivre en bonne intelligence les uns et les autres, suivant le principe de ce que le peuple a cette faculté de se gouverner par lui-même. Or que là, non, on a donné à ces États le pouvoir. Et le pouvoir devient un instrument important qu'on donne qu'aux collabos. Oui, mais Maître Ganga, oui. Face à cette situation que vous êtes en train de décrire, un pouvoir que l'on donne aux collabos avec tous les droits, comme vous disait quelqu'un, ils ont droit de vie ou de mort sur leurs citoyens. Et les évêques ont évoqué dernièrement, ils ont dit que les Congolais n'avaient plus, par exemple, confiance au système électoral du Congo. Et ça se confirme. Et tout à l'heure, on l'a dit, les constitutions ne sont pas respectées. Mais alors, quelle alternative donc pour arriver à l'alternance politique et démocratique? Non, mon cher Perrin, ce n'est pas que les constitutions ne sont pas respectées, non. Ces constitutions-là ne sont pas normatives. Ce qui fait que la conséquence, si elles ne sont pas normatives, donc ce ne sont pas des constitutions. Et donc, ils ne peuvent pas être respectés. C'est cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour arriver à l'alternance politique? Bon, c'est une question quand même assez importante, hein, et que je ne peux prétendre avoir la réponse seule à ce niveau-là. Je peux tenter quelques ébauches. Mais permettez-moi quand même de dire ceci. Lorsque vous avez des régimes comme le régime de Sassou, qui est véritablement, ce monsieur, vraiment je le dis avec force, ce monsieur était un rejeton nazi, nazifié, d'accord, venu d'outre-tombe, appointé par la France. Vraiment. Vous n'allez pas trop loin, là? Non, vous ne poussez pas le bouchon trop loin, là? Non, est-ce que vous pouvez nous en... Oui, si vous ne pouvez nous en donner les détails, ce serait beaucoup mieux. Je vous le redis encore. Monsieur Sassou est un rejeton nazi, nazifié, venu d'outre-tombe, appointé par la France. Je répète, Monsieur Sassou est un rejeton nazi, nazifié,
venu d'outre-tombe, appointé par la France. Parlez-nous en détail, s'il vous plaît, maître. Alors, je le dis pourquoi. Mais parce que ce monsieur a accompli tous les crimes qu'on doit commettre sur l'humanité ou sur la terre. Qu'il s'agisse des crimes de sang, des personnes individuellement, qu'il s'agisse du génocide. Donc, quand quelqu'un a fait le tour de tous les crimes comme ça, et il a le soutien de qui? Est-ce qu'il est possible qu'un État puisse aller dans une région, au Congo, que vous connaissez, que cet État, muni des armes de toute nature, qu'il rentre dans une région pour donner la mort? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et je vais vous expliquer maintenant, pour vous donner un peu plus amples informations. Permettez-moi de prendre 5 à 10 minutes. Je vous en prie. Regardez, M. Perrin. Lorsque Marien Ngouabi est assassiné, qu'est-ce qu'il dit, Sassou? Les Bakongo Babomi, Marien Ngouabi. Or, Marien Ngouabi, et je le répète et je le dis avec force, Marien Ngouabi a été tué. Marien Ngouabi, détenu Kouyou, a été tué par Sassou, détenu Moshi. Et il a fait comprendre au Haut Conseil du Nord de l'époque que Marien voulait donner le pouvoir au Sud. Donc, vous voyez, voulait donner le pouvoir au Sud, entendu, comme le Sud n'est pas collabo, c'est ça que ça veut dire. Il voulait donner le pouvoir au Sud et qu'il n'était pas possible d'accepter ça. Ce qui est archi faux. Parce que la Constitution et les statuts du PCT de l'époque ne pouvaient pas permettre une telle entreprise. Et je me pose la question, comment est-ce que des cadres de l'époque qui faisaient partie du Haut Conseil du Nord ont pu se laisser avoir par cette information donnée par Sassou, qui était l'unique agent de sécurité auprès de Ngouabi. Donc, c'est lui qui donne l'information, c'est lui aussi qui dit que Bakongo Babomi Marien. Donc, vous voyez, à partir de là, on fait assassiner plusieurs personnes, jusqu'à assassiner un cardinal. Monsieur Perrin, un cardinal. Rome se tait, Paris se tait, un cardinal. Enterré vivant, c'est ce que nous apprenions. Est-ce que vous vous rendez compte? Un cardinal. Et vous avez des populations du Nord, des cadres du Nord, qui restent tranquilles à l'égard de ce genre d'actes. Alors qu'en réalité, Sassou, le vrai problème était pratiquement, je le dirais, c'est peut-être un problème de jambes à l'air entre Céline Ngouabi et lui. Et si d'aventure, c'était véritablement l'amant et la maîtresse qui ont comploté contre le mari, vous vous rendez compte de ce que la République a subi? Est-ce que vous vous rendez compte? Et à partir de là, M. Sassou, vous savez ce qu'il fait? Il met en place une commission d'enquête dont il est le président. Histoire de dire donc que les juridictions congolaises ne pouvaient pas travailler. Alors que lorsqu'il y a mort d'homme, suivant des procédures, le parquet descend, le juge d'instruction aussi descend. Il n'y a jamais eu d'ouverture d'information. Il n'y a jamais eu d'enquête sur la mort de Marien Ngouabi. Tout ça pourquoi? Parce que Sassou voulait se protéger. Donc vous vous rendez compte? Et à partir de là, Yombi, avec le procès, ils ont fait exécuter les gens. Yombi était-il complice ou n'était-il pas complice? Je n'en sais rien. Mais quand même, voilà des gens qui, au lieu de regarder avec recul, avec objectivité, est-ce que les informations données par Sassou étaient des bonnes informations? Non. Et donc, vous voyez là aussi, l'État s'est dépravé déjà. Ça devient un État au service d'un individu, au service d'un groupe, au service d'un clan. Mais ça ne s'arrête pas là. Sassou fait la même chose avec l'affaire des cinémas et l'aéroport. Il met en place toujours des commissions d'enquête pour écarter la justice. Donc, vous voyez? Et quand il met en place des commissions d'enquête, c'est pour lui rendre les conclusions de la commission d'enquête. Autrement dit, ce n'est jamais lui, c'est toujours les autres. Et ça lui permet d'accuser, par exemple, dans l'affaire du cinéma, d'accuser les Chister et les Nzalakanda, parce qu'il voulait s'en prendre à ces gens-là. Vous voyez? Et l'affaire du 4 mars, qui est beaucoup plus... Mais c'est l'affaire la plus grave, mon cher Perrin. Oui, parlez-nous-en. Parce que c'est là où j'ai assuré la défense. Et je suis aujourd'hui l'un des rares à avoir découvert le mode opératoire de M. Sassou. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu plus de presque 5000 morts? Les dégâts matériels, n'en parlons pas. Vous avez dit, maître, pardon, combien de morts? Il y a eu plusieurs milliers de morts. Peut-être qu'on a atteint 5000, mais sans compter les dégâts matériels. Et comment on a fait pour parler de 250 morts alors que... Mais oh, mon cher Perrin, ce régime-là, et je viendrai là-dessus, ce régime ne vit que de mensonges. Ce régime ne vit que de mensonges. Il faut vraiment le retenir. Ne jamais croire à ce qu'il dit. Parce que, et comme je l'ai toujours dit, même le carbone 14 ne peut pas vous dire quand est-ce que ça soit dit la vérité. Vraiment, il faut retenir ça. Même le carbone 14. Merci, maître. Vous étiez en train de nous parler de l'affaire du 4 mars. Donc, l'affaire du 4 mars, M. Sassou, qui dit dans un premier temps qu'il s'agit d'un accident
parce qu'il y aurait un court-circuit dans les trucs des armes là-bas. Il ignore même qu'il n'y a pas de courant dans ces soutes-là. Mais bon, mais il le dit. Et il cherche, quelque temps après, il met en place une commission d'enquête. Donc, vous voyez, la mort de Marien Ngouabi, commission d'enquête. Les événements du Rex avec tous ceux qui s'en suivent, commission d'enquête. Les événements du 4 mars, commission d'enquête. Et c'est pour accuser qui? Donc, les événements du 4 mars, il place les événements du 4 mars simplement pour atteindre qui? Atteindre le colonel Nsou. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, monsieur Sassou, lorsque je dis que c'est véritablement un nazi, je sais de quoi je parle. Attends, les événements, vous avez dit les événements du 4 mars, c'est pour atteindre le colonel Marcel Nsou, alors que c'était son collaborateur immédiat d'ailleurs, le numéro 2 de la sécurité, je crois, au Congo. Oh, vous savez, avec M. Sassou, second ou pas second, non, ce n'était pas ça. Non, le problème, c'est que le colonel Nsou, on savait trop sur un certain nombre de dossiers. Donc, il fallait l'éliminer. Et pour l'éliminer, il a utilisé le 4 mars. Et les dossiers, lesquels, par exemple? Lesquels dossiers, par exemple? Il y avait le dossier du Beach. Il y a d'autres dossiers que je ne peux pas vous dire, mais il y a des dossiers importants qu'il connaissait et pour lesquels le colonel Sassou pensait qu'il fallait l'éliminer. Mais ça ne remonte pas qu'à Nsou. Regardez ce qui se passe. Vous voyez dans l'affaire du Beach, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un procès. Tout à fait, oui. Et tous les officiers qui étaient passés à ce procès-là, si je vous pose la question, vous savez où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Dites-nous-le. Ben voilà. M. Sassou met en place un plan A. Suivez bien, hein? Il met en place un plan A. Il fait passer ceux qui avaient connaissance de l'affaire du Beach. Il y a un procès, un faux procès qui n'a rien apporté, simplement parce qu'il fallait à tout prix éteindre le feu sur la place de Paris où le procès risquait, où la procédure risquait, si vous voulez, vraiment de porter ombrage au régime. Tous sont sortis, ils n'ont pas été déclarés coupables de quoi que ce soit. Ça, c'est le plan A. Mais il les a exposés. Mais chacun d'eux a oublié de considérer, de penser que M. Sassou avait un plan B qui consisterait à les éliminer maintenant un à un. Voilà. Voilà pourquoi vous avez vu Adoua est parti. Et quand Adoua part, les autres avec lesquels ils étaient dans le même système, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas, si tu veux, alertes pour se dire, ah, mais celui-là, il est parti. Ah bon, il est parti pour maladie. Bon, on considère qu'il est mort pour maladie. Et ensuite, il y a un deuxième, Avoukou. Et ensuite, jusqu'au colonel Nsou que vous avez vu. Lui, on l'a attaqué le matin du 12 décembre, après avoir été pratiquement libéré dans l'affaire du 4 mars. Mais au fait, oui, évidemment, maître, pendant que nous sommes sur l'affaire Nsou, dans l'entre-deux temps, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il avait d'abord été jugé, libéré, probablement il n'était pas responsable, mais après on l'a rattrapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais regardez ce qui se passe. Lorsque l'affaire du 4 mars est mise en place, et plutôt l'affaire du 4 mars explose, donc, M. Sassou, le Conseil national de sécurité, met en place ce qu'on appelle donc la commission d'enquête. Le président de la commission d'enquête, c'est qui? C'est Sassou. Est-ce que vous suivez? Le président de la commission d'enquête, c'est qui? C'est Sassou. Et donc, le Conseil national de sécurité est tenté de faire la procédure, il écoute les gens, etc. etc. Mais la justice, et ça, c'est ce qu'il faut savoir, et il y a un lien. Vous verrez de la même façon, quand Marien Ngouabi est décédé, la justice n'a jamais été saisie. Il n'y a jamais eu d'enquête. Et là aussi, le Conseil national de sécurité, sous la direction de Sassou, est tenté de mener l'enquête, mais le tribunal, la justice n'est pas informée. La justice n'a ouvert aucune information. Donc, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a mort d'homme, mais la justice n'ouvre pas une information, mais le Conseil national de sécurité de Sassou ouvre une enquête. Et c'est lui, Sassou, c'est lui, qui commence à arrêter les gens. Il fait l'enquête. Donc, vous vous rendez compte? Dans une constitution, un président soi-disant de la République, mais en fait, c'est un chef de tribu. Donc, le président de la République qui est tenté de faire l'enquête pour arrêter les gens qui seraient à l'origine des explosions de 4 mars. Est-ce que, même si vous êtes néophyte en droit, est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, voilà ce qui s'est passé. Sassou met en place une enquête et c'est lui. Donc, de la même façon qu'il avait fait pour Marien Ngouabi et tous les autres assassinats qu'il a eu à mettre en place, c'est lui qui arrête et il arrête le colonel Nsou. Et le colonel Nsou, vous savez comment il a été arrêté? Il n'a pas été convoqué. Il est parti au Conseil national, enfin, là où il y avait la commission en question. On lui dit, ah ben tiens, il y a ton chauffeur qui est ici, bon, on l'a interpellé, bon, vous pouvez venir le prendre.
Et vous voyez, quand il arrive, le lendemain, quand il arrive, eh bien, il est désarmé. Il est désarmé. Et on lui dit non, l'affaire du 4 mars, c'est toi. Voilà comment s'est passée l'affaire. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrête les gens? Et donc, c'était un guet-apens. Mais si c'était un guet-apens, mon cher Perrin, mais ce n'est pas nouveau chez Sassou. Si, par extraordinaire, Marien Ngouabi s'était rendu à l'hôtel en question, où on dit... Le Mistral, oui. Le Mistral. C'était quoi? C'était un guet-apens. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que vous faites des liens, vous prenez morceau par morceau, vous vous rendez compte que c'est toujours la même personne. Le cardinal a fait l'objet d'un guet-apens, d'un enlèvement. Nsuru, la même chose. Massamba Deba a disparu, a fait l'objet d'un guet-apens. Donc vous voyez, tout ça sur la tête de qui? De Sassou. Maintenant, avec un criminel comme ça, je me pose la question, comment est-il possible qu'au Congo, on puisse accepter que ce criminel continue à diriger un pays comme le nôtre? Et ma question, elle est encore plus ample. Quelle est la place d'un criminel dans une république? Probablement parce qu'il est hyper armé et que la population craindrait bien sûr. Il est hyper armé. Je vais aller encore plus loin, monsieur Perrin. Est-ce que vous savez les événements de 97, ce qui s'est passé? Très peu de gens le savent. Et c'est à cela, notre solution partira de là. Puisque tout à l'heure, vous m'avez parlé de la recherche d'une solution. Tout à fait, oui. 97, qu'est-ce qui se passe, mon cher père? Monsieur Sassou, toujours lui, il va à Ouando. Il veut rentrer en Tipoy à Ouando. Suivez bien. Hein? Et à Ouando, ce sont lesquels? Ce sont les Kouyou. Donc, lui, Mboshi, quitte Oyo, il va à Ouando, il veut qu'on l'amène en Tipoy. OK? Il y a des événements qui se passent là-bas. Il y a eu 2 morts. C'est le groupe mené par Sassou à Ouando. Il y a eu des morts là-dedans. À Boya ou pas à Boya, mais en tout cas, il y a eu mort d'homme. Maintenant, posez-vous la question. Puisqu'il y a eu mort d'homme, qu'est-ce que Sassou a fait ce jour-là? En véritable citoyen, M. Sassou se serait rendu à la gendarmerie pour aller expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu mort d'homme. D'accord? Et il y a eu mort d'homme parce que lui, il est arrivé là. Qu'il en soit l'auteur, qu'il n'en soit pas l'auteur, mais il y a eu mort d'homme. Et ce sont ces agents qui certainement ont donné la mort. Mais si c'est le cas, dans tous les cas, il fallait qu'ils se rendent à la gendarmerie et éventuellement à la justice. Et la justice devait ouvrir une information judiciaire ce jour-là. Monsieur Sassou est parti de là. Il se rend où? Il se rend à Brazzaville. Et suivez-moi bien, monsieur Père. Il se rend à Brazzaville. Et quand il se rend à Brazzaville, il ne vient pas voir les autorités judiciaires ou policières pour leur dire « Ah, moi j'étais à Ouando, il s'est passé ceci, cela. Je viens quand même donner ma version des faits. Au cas où vous avez besoin de moi, lorsqu'il s'agira d'ouvrir une information judiciaire, une enquête policière, une enquête judiciaire, je serai à votre disposition pour vous donner les informations nécessaires. » Vous voyez donc, à Ouando, il ne fait rien de tel. À Brazzaville, il ne fait rien de tel. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il a fait un délit de fuite, monsieur Perrin. Il a fait un délit de fuite. Lorsque ce monsieur qui a fait un délit de fuite depuis Ouando, donc qui a tué des Kouyous et qui vient à Brazzaville se cacher, les institutions de la République, donc les lois de la République, sont informées. Ils ont le droit de l'interpeller pour l'auditionner. Naturellement, oui. Qu'est-ce qu'il y a de grave là? Mais non. Rappelez-vous, il va dire quoi? Je suis attaqué. Suivez bien. Son sommeil a été dérangé. Son sommeil a été dérangé. Mais regardez bien encore. Puisque c'est à Ouando que ça s'est passé. Si attaque il y avait, c'était à Ouando. Posez-vous la question. Pourquoi ceux qui vont devenir des cobras à Brazzaville, pourquoi ils ne sont pas partis à Ouando pour faire cette guerre? Parce que c'est à Ouando qu'il était attaqué. C'est à Ouando qu'il a eu mort d'homme. Lorsqu'on vient à Brazzaville pour l'interpeller, il n'y a pas mort d'homme. Et par ailleurs, comment ça se fait qu'ils disent qu'il est attaqué et tout le quartier nord, les populations des quartiers, tout le quartier nord est en armes? Vous pouvez expliquer cette situation? Comment ça se fait qu'il dit qu'on l'a attaqué alors que les institutions de la République n'attaquent pas? Parce que les lois de la République demandent qu'on interpelle, qu'on auditionne quelqu'un lorsqu'il a connaissance d'un crime ou s'il a été témoin d'un crime. Or, Sassou était témoin d'un crime. S'il est interpellé, quel est le problème? Aujourd'hui,
ceux qui ont pris les armes, les quartiers nord, ils doivent maintenant apprendre ça. Posez-leur la question, en vertu de quoi ils se sont retrouvés avec des armes, ce qu'ils n'ont pas fait à Ouando, et ils viennent le faire à Brazzaville, mais mieux encore à Brazzaville, M. Perrin. Mais ça aurait pu être une guerre entre les Kouyou et les Mboshi. Pourquoi ça devient une guerre de Sassou, des populations du Nord, contre les institutions de la République? Pourquoi? De deux choses l'une. Ce n'était pas Sassou qui était donc attaqué. Et si ce n'était pas Sassou qui était attaqué, donc qui était attaqué? C'est la question. Il faut trouver une réponse. Je vous donne la réponse, M. Perrin. C'est l'État du Nord qui était attaqué donc. C'était donc l'État du Nord qui était attaqué. Parce qu'à Brazzaville, vous n'avez pas vu un conflit entre les Kouyou et les Mboshi à Brazzaville. Alors que ceux qu'on a tués, c'était des Kouyou. Et comment ça se fait que les Kouyou aussi se sont retrouvés Cobra contre les institutions de la République? Comme quoi c'était un coup préparé. Je ne vous laisse pas dire, je n'ai pas envie d'aller jusque-là, mais je crois que vous avez conclu. Parce que sinon, comment est-il possible qu'un individu puisse faire justice contre les institutions de la République? Comment est-il possible? Moi, je veux savoir. Ceux qui ont pris les armes, qu'ils nous disent, les populations du Nord de Brazzaville, qui ont pris, et les cadres du Nord, qui ont pris des armes pour venir, soi-disant, sauver Sassou, c'était en vertu de quoi? Est-ce que donc, les institutions de la République et les lois de la République étaient interdites d'auditionner M. Sassou alors que celui-ci avait commis, ou du moins avait connaissance ou était témoin des crimes qui s'étaient commis à Ouando? Alors, maître... Et je reviens, M. Perrin, excusez-moi. Maintenant, faites le lien. L'affaire Marien Gouabi et l'affaire de 97. Est-ce que vous voyez? Ça part de Ouando. On tue un Kouyou et voilà ce qui arrive. Et je vais encore plus loin. Posez la question maintenant. Est-ce que l'affaire de Ouando, les morts de Ouando, après tout ça, il y a eu un procès? Jusqu'aujourd'hui, non. Eh bien, voilà. Donc, vous comprenez? Donc, quand je vous dis que Sassou est un nazi, hein, et qu'il a développé ce que j'appelle la théorie de la Mboshini. La Mboshini n'est rien d'autre. Et suivez bien, n'est rien d'autre, l'art d'user du mensonge au service du crime et des commissions d'enquête pour diluer sa responsabilité afin d'accuser des innocents. Le nazisme n'a toujours fonctionné que comme ça. L'art d'user du mensonge au service du crime et de commissions d'enquête afin de diluer sa propre responsabilité et accuser ainsi des innocents. Parce que M. Sassou, vous apprendrez ça, n'assume jamais ses crimes. Et aujourd'hui, vous voyez, en ayant fait comme ça, il veut faire assumer tous ses crimes aux populations du Nord, lesquelles, malheureusement, aujourd'hui, en contrepartie des crimes que Sassou commet, il obtient des avantages. Donc, les avantages issus du crime n'est rien d'autre que du recel, ou sinon de la complicité du recel. Voilà ce qui cloue aujourd'hui la partie Nord avec les crimes de Sassou. Vous comprenez? Parce que la conscience du Nord devient une conscience quelque peu criminogène dans laquelle Sassou trouve refuge. Voilà pourquoi on a ce problème-là, qu'on n'arrive pas à le démanteler. Parce que ceux du Nord se trouvent quelque peu, et malgré eux, coupables des crimes de Sassou. Donc, voilà là où se trouve aujourd'hui la réponse à notre question. Il n'est pas possible qu'on accepta que la volonté de Sassou s'imposa à nous pour éradiquer et évincer la Constitution de 92. Sauf à considérer que l'État du Nord avait été attaqué, et donc la Constitution de 92 n'était que la Constitution de l'État du Sud. Et vous arrivez donc à la conclusion de ceux qui vous disent désormais que il est mieux d'avoir l'État du Sud et l'État du Nord. Vous voyez là où on arrive? Parce que si vous dites que c'était une guerre, comme ils le disent, mais c'est une guerre de quoi? Une guerre de libération? Si c'était une guerre de libération, donc contre les institutions de 92. Et là aussi, la conséquence est laquelle? Eh bien, donc, ils doivent créer leur État. Si vous vous rebellez contre les institutions de la République, vous les remplacez par quoi? Si vous vous rebellez contre les institutions de la République, contre un État républicain, avec les valeurs de la République, vous le remplacez par quoi? On les remplace par l'anarchie probablement, Eh bien, voilà. et c'est ce que nous sommes peut-être en train de vivre aujourd'hui. Eh oui, monsieur Et Perrin. pire encore, c'est que lors de ces événements, il y a eu des armées étrangères qui bien ont sûr. appuyé son action. Mais bien sûr, monsieur Perrin, c'est encore plus grave. Et vous venez encore d'ajouter... Oui, évidemment. Parce que- Donc moi, je me posais la question de savoir comment un individu qui Voilà. n'est pas au pouvoir s'est attraper les armes, mais jusqu'à avoir les armées étrangères avec lui, comment cela est possible? Eh bien, vous voyez, monsieur Perrin,
pour revenir à ce que vous disiez, pour un sommeil simplement dérangé. Même des armées étrangères sont rentrées. Vous vous rendez compte? Donc ce n'était pas un coup d'État. C'était véritablement l'État du Nord qui était attaqué et qu'il fallait sauver. Et c'est ce qui se vit maintenant là. Donc de deux choses l'une. Nous devons discuter. Appelons tous les cadres du Nord, asseyons-nous, parce que cette histoire-là de 97, il faut que nous élucidons. Parce que vous vous rendez compte, monsieur Perrin, si lui, il dit, on l'a réveillé, si les institutions de la République l'ont réveillé, ce qui est une bonne chose, c'était pourquoi? C'est qu'il pouvait faire valoir ses droits. C'est ça la République. Mais lui, en contrepartie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué plein de gens, plein de morts. Plus de 400 000 morts, oui. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, y a-t-il une proportion entre lui qu'on a réveillé, qui pouvait aller exercer ses droits, et les morts qu'il a donnés, qui ceux-là ne peuvent plus exercer leurs droits? Donc vous voyez dans quoi nous nous trouvons? Parce qu'il faut que le peuple, les populations du Nord comprennent ça. Ce n'est pas qu'on les accuse d'avoir fait ce qu'ils ont fait, mais ils doivent aujourd'hui apprendre que, du point de vue de 97, ce que leur avait dit Sassou était du mensonge. Sauf à considérer qu'effectivement, l'État du Nord est existant. Mais si l'État du Nord existe, mais ça ne sert à rien qu'on se batte de nouveau. Oui, mais probablement que c'est juste une vue d'esprit parce que, oui, lorsqu'on parle de l'État du Nord, ce n'est pas non plus tous les compatriotes de la partie septentrionale qui sont avec ce pouvoir. Il y en a qui dénoncent les exactions, qui dénoncent les dérives de ce pouvoir. Et comme on peut aussi le constater autour de ce régime, de ce système, il y a bien des compatriotes de la partie sud aussi qui œuvrent dans ce régime. À ce moment-là, il faut qu'on essaie de regarder c'est quoi le problème, le vrai problème du Congo, c'est quoi? Une fois qu'on a identifié le problème du Congo et quelqu'un disait le problème c'est Sassou Nguesso et non les nordistes et non le Nord. Je suis tout à fait d'accord. Le problème c'est Sassou Nguesso. Alors les Mboshi font quoi maintenant? Puisque le problème c'est Sassou Nguesso. Il est un des leurs. Qu'est-ce qu'ils font? Qui nous donne la réponse? Ou bien le Nord fait quoi pour que Sassou ne soit plus notre problème à tous? Et les compatriotes du Sud, qu'est-ce qu'ils font autour de Sassou Nguesso? Non, ça aussi, c'est un problème. Non, il ne faut pas voir le problème comme ça. Il faut pas voir le problème comme ça. Chacun de nous vient de quelque part. Ce monsieur qui fait mal vient de la tribu Mboshi. Donc, les Mboshi doivent quand même dire que non, là, ce que tu es en train de faire. Parce que si eux, ils ne commencent pas par le désavouer, comment voulez-vous que les autres le désavouent? Il faut que eux le désavouent. Parce que notre société multiculturelle, multiethnique, passe par ces agrégats-là. Ce sont des principes qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il faut que, d'abord, la première étape, c'est que les Mboshi eux-mêmes se lèvent pour dire, nous, ce fils-là, nous n'en voulons pas. Ce monsieur Sassou parlait devant les sages Mboshi. Il leur disait, c'est mon pouvoir. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. Donc, vous voyez? Donc, il faudrait qu'à chaque jour suffit sa peine. Il faut que d'abord, il ne faut pas d'abord mélanger les autres. Les autres sont des victimes au même titre. Et comme je disais, et là, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais si nous voulons les vincer tous, en ce moment-là, nous devons nous draper du statut des victimes. Parce que quand ils tirent au nord, même si le mobile, le statut de ceux qui le tuent au nord et ceux qui le tuent au sud n'est pas le même, mais on arrive à avoir à peu près un statut commun. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand M. Sassou tue au nord, il tue des traîtres parce que le régime est un régime de collabos mis en place par l'idéologie nazie. Mais lorsqu'il tue au sud, il tue les ennemis. Mais les deux commencent à avoir le même statut parce qu'au nord comme au sud, nous sommes tous victimes. Et si tel est le cas, on n'a pas le choix que tous de se dire les institutions de 92 à partir de laquelle nous avons tous eu un consentement commun, commande que nous tous, nous nous retrouvons pour ne pas que le pays aille en lambeaux. Probablement que votre appel, sera. Oui. Excusez-moi, M. Sassou est un criminel. Ce n'est plus contesté par qui que ce soit, sauf par ceux qui ont les yeux de la foi. D'accord? Et à partir de ce moment-là, la République ne peut pas négocier avec un criminel. La République ne peut pas négocier avec un criminel. Merci, maître Amédée Nganga. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous avez dit la République ne peut pas négocier avec un criminel. Alors que la plupart des opposants politiques au Congo n'appellent qu'à un dialogue national inclusif. Erreur monumentale. C'est-à-dire? Erreur monumentale. Vous allez négocier avec qui? Vous allez négocier avec qui? Celui qui a mis à peu près 3 000 ou 10 000 morts sous terre pour des raisons inavouées? C'est celui-là. Parce qu'aujourd'hui, M. Perrin, ce qu'on oublie, c'est que
Sassou, comment je peux appeler ça? Il fait germer la haine tout le temps. Vous voyez? Dans les événements de 97, vous voyez tous ces jeunes de cette génération, ils devaient avoir quel âge? Pour la plupart, entre 16, 17, 18 ans. On les a fait croire que le Sud était leur ennemi. Ils ont pris les armes et ils ont tué. Donc, ils sont en train de porter avec eux la haine. Et je ne vous fais pas dire ce qu'ils sont partis faire dans le pool. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais sur la base vous pouvez tout de même nous le rappeler pour ceux qui nous suivent. Non. Sur la base de quoi, mon cher Perrin? Simplement parce que celui-ci a dit, on est venu me réveiller. Maintenant, on pose la question, est-ce que les institutions de la République n'avaient pas le droit de l'interpeller pour qu'on se retrouve avec autant de morts et autant de haine? Mais cette haine arrange Sassou. Donc, vous ne pouvez pas, la République ne peut pas négocier avec des criminels. Ça, c'est impossible. Alors, maître, excusez-moi, M. Perrin. Je vous en prie. Comment est-il possible que la volonté populaire, donc du peuple souverain, de 92 s'était prononcée, au nord comme au sud, sans distinction aucune. Quelqu'un est venu enlever ça et nous impose sa volonté. Et nous devons négocier avec lui. Donc, un individu qui nous impose sa volonté à nous, le peuple, et nous devons accepter de négocier avec lui. Au moins pour sauver la République. Mais quelle République? La République peut être sauvée que par des enfants dignes. Parce qu'effectivement, comme avait dit De Gaulle, par exemple, quand il déclare Brazzaville capitale, il revient ici, il ne négocie pas avec les vichistes. La République ne peut pas négocier avec eux. Parce que ce qui est là, 2002 ou 2015, où ils se donnent le droit de tuer, c'est pas la République. Et vous voulez que la République se salisse en allant négocier avec les criminels? Ils ont faim. Alors, maître Amédée Nganga, on a perdu notre dignité. Mais, en tout cas, ça veut dire qu'on a perdu notre dignité. Maître Amédée Nganga, puisque nous parlons des crimes et nous savons que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, je rappelais d'emblée que vous êtes aussi président du Front du refus des crimes et des injustices au Congo-Brazzaville. Face à tous ces crimes, comment vous vous y prenez, comment vous travaillez sur ces crimes, de sorte que demain, les auteurs de ces crimes répondent devant la justice? Oui, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion nous a été donnée, mais elle n'est pas, je ne suis pas seul hein, dans cette réflexion. On réfléchit avec plusieurs amis, plusieurs juristes, pour qu'effectivement demain, et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que la République, la vraie, ne peut pas négocier avec les criminels. Et vous l'avez rappelé parce que ces crimes-là sont imprescriptibles. Il n'est pas possible de négocier avec. Comme tout ce qu'on va faire aujourd'hui, on est en train de préparer des dossiers. Parce que n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, la question de la justice est une question de rapport de force. Mais nous avons déjà des dossiers. Nous avons des dossiers. Voilà pourquoi la République ne doit pas négocier avec ces gens. Et puisque nous avons eu notre constitution de 92, les crimes qui ont été commis contre les institutions de 92 ne peuvent pas passer en perte et profit. Tous ceux à qui nous avions donné notre mandat de l'époque, en conscience, j'allais dire, le peuple s'était proclamé en conscience et avait donné leur mandat, eh bien, il faut que la constitution de 92, c'est celle-là, la vraie. Maintenant, elle peut avoir eu ses insuffisances, peu importe. Nous ne faisons pas d'abord censeur de cette constitution, mais nous devons repartir à 92. Parce que c'est elle qui va nous donner les éléments à partir de laquelle nous devons juger l'avenir qui a été un avenir morose à partir de 97. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui, pour l'instant, dire que nous devons nous séparer des uns et des autres. Parce que autrement, comment fera-t-on pour que ceux-là qui ont commis ces actes repentent? Nous ne devons pas être les hors-la-loi. La loi, c'est 92. Que la Lécolie veulent dire que, bon, la cuvette, nous devons être autonomes. Oui, tout ça, c'est normal. Que ceux du Sud disent, nous devons nous séparer. Oui, c'est normal. Mais nous devons le faire dans le cadre de la légalité. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons des hors-la-loi. Il est hors-la-loi de dire que la Lécolie doit être créée ou un fondo doit partir du Congo. C'est du hors-la-loi. D'accord? Or, entre un hors-la-loi qui dépend du régime soutenu par les néo-nazis et les hors-la-loi qui, eux, évidemment, ont une certaine légitimité compte tenu de l'émotion des crimes qu'ils commettent, mais ne sera soutenu que le régime, le hors-la-loi qui est soutenu par les néo-nazis. Donc, nous avons cette charge-là. Elle est véritablement une charge que ceux qui ont reçu mandat du peuple congolais, parce que c'est ça, c'est le peuple qui a la légitimité, c'est le peuple qui a conféré la légitimité, et c'est elle qui a la souveraineté. Nous devons repartir
à 93, à 92. C'est la seule constitution et c'est le seul défi que nous devons nous donner. Et c'est un défi de taille parce que si nous réussissons, eh bien, le peuple recouvre sa dignité, sa liberté. Parce que c'est dans cette constitution, M. Perrin, n'oubliez pas, c'est dans cette constitution que nous avons gravé en lettres d'or nos droits-créances. Les droits-créances qui aujourd'hui sont avilis, vilipendés par le régime du criminel Sassou. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous débarrasser de 92 parce que c'est là, comme je dis, nos droits-créances sont inscrits là-dedans. On pourra éventuellement faire une évolution dans le temps avec cette constitution, oui, mais nous ne pouvons pas désarmer devant nos droits-créances qui ont été inscrits dans cette constitution. Si j'ai bien compris, Maître Amédée Ganga, jusqu'aujourd'hui, considère le régime Sassou Nguesso comme une junte militaire au pouvoir depuis 1997. Monsieur Perrin, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a même des armées étrangères qui sont venues. C'était quoi? Après, il y a eu des élections. Mais non, mais les élections ne peuvent avoir aucune légitimité dès l'instant que nous partons d'une base qui est fausse. C'est une base illicite. Qui avait donné l'ordre à Sassou d'enlever la Constitution? Vous lui avez donné mandat d'enlever ça? Qui lui a donné mandat? Et je venais d'expliquer. Et c'est encore plus grave, M. Perrin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas certains, ceux qui vont m'écouter, mais qu'ils viennent en contradiction, ceux qui pensent que ce n'est pas cela, M. Sassou a commis un délit de fuite de Wando à Brazza. Et lorsque les institutions de la République veulent l'entendre parce qu'il était témoin d'un crime, ou parce qu'il était l'auteur, ou parce qu'il était témoin, en vertu de quoi lui pouvait-il résister aux institutions de la République pour ensuite armer toutes les populations du Nord? Comment ça s'est passé? Pourquoi ils ne sont pas partis faire cette guerre à Ouando, là où il y a eu des morts? Pourquoi ils viennent le faire à Brazzaville? Donc voilà. Alors, maître, on va parler... M. Perrin, où on considère que c'est l'État du Nord qui était attaqué. Mais il faut le dire que c'est l'État du Nord qui était attaqué. Parce qu'un Sassou, tout seul, un individu ne peut pas s'en prendre aux institutions de la République. Et il ne peut pas se faire justice à lui-même contre les institutions de la République lorsqu'on est un citoyen digne de ce nom. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la Constitution de 92 conférait des droits-créances à tout le monde et M. Sassou avait le droit de se rendre à la justice, d'être auditionné et de dire quelle était sa part de vérité. On peut donc s'attendre un jour le voir à la CPI, c'est cela? La CPI, oui. En tout cas, dans tous les cas, il devrait répondre de ses actes. Je ne vois pas qui s'opposerait à ce que M. Sassou réponde de ses actes. Vous poserez la question, M. Perrin, à certains. Est-ce qu'il y en a un seul qui peut lever le doigt pour dire que M. Sassou ne doit pas répondre de ses actes? Alors, Maître Amédée Ganga, on va chuter donc pour terminer notre émission aujourd'hui. On va parler des droits et libertés qui sont bafoués au Congo-Brazzaville pendant, je crois, le processus électoral, donc le dernier scrutin présidentiel. Les citoyens, les concitoyens ont été enlevés chez eux, arrêtés aussi arbitrairement. Je pense évidemment à l'abbé Joseph Ndinga, le journaliste Raymond Malonga. Nous avons aussi le docteur Alex Nzabana, qui est un activiste des droits de l'homme. Nous avons Chris Longhi, il y a eu aussi Florent Mianguila, Jean-Louis Paca, Rivet Niati, je les cite comme ça. Mais avant eux, il y a le général Jean-Marie Michel Mokoko, le député André Okombi Salissa. Quelles sont donc les démarches que vous pouvez, sinon que vous êtes en train de mener, soit pour la libération de ces prisonniers d'opinion et d'autres prisonniers politiques? La question est bienvenue. Et bienvenue pourquoi? Parce que j'ai pratiqué le Congo. Pour avoir été avocat au Congo, je pense que vous le savez, j'ai exercé pendant un bon moment au Congo, où j'étais enseignant universitaire et avocat là-bas, et j'ai dû fuir parce que le régime voulait attenter à ma vie. En fait, pendant que vous répondez à cette question, est-ce que vous pouvez nous faire en quelques secondes comment ça s'est passé, les circonstances? Je vous dis simplement que pour l'instant, avec ce régime, rien ne peut être fait sinon donner une réponse globale de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le peuple doit recouvrer sa liberté, il doit recouvrer la liberté et le droit à se gouverner tout seul. Nous avons là affaire à un régime sectaire. Donc, quel que soit ce que vous pouvez faire, ce n'est pas un régime fondé sur le droit, c'est un régime fondé sur la volonté d'un individu. Comme on le disait pour Hitler, il était le Führer du peuple allemand, mais il était aussi le nomos du peuple allemand. C'est-à-dire que la loi, c'est Sassou, la justice, c'est Sassou. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas tant
la violation de ces libertés, qui est quelque chose de très grave, ce qu'il nous faut, c'est de s'en prendre à l'auteur des crimes et des injustices qu'il commet dans ce pays-là. Parce que la République n'est pas faite pour ça. Il n'a pas sa place là. Ce monsieur n'est pas fait pour la République. Il est fait pour autre chose, sauf la République. Alors, maître, y a-t-il des démarches qui sont en cours pour la libération de ces prisonniers? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Il y a des contacts qui se font, mais comme je vous ai dit, ma préoccupation profonde, c'est de mettre fin à ce type d'État, l'État profond, l'État criminel qui a été instauré dans un pays qui veut vivre autrement que dans une République avec les valeurs de la République, celle de l'unité, du travail et du progrès. Quelles ont été les circonstances de votre départ du Congo-Brazzaville? En quelques mots. Très compliqué. Enfin, il était déjà prévu dans leur cellule en cachette que ma personne commençait à beaucoup gêner, ce que je comprenais d'ailleurs, puisque je les affrontais sans effrontement, comme je l'ai toujours dit. Et puis, à un certain moment, ils ont voulu décider d'attenter à ma vie. Et puis, je l'ai su, j'ai été informé plus tôt, et puis je suis parti. Voilà, c'est tout. Mais comme je sais comment fonctionne le régime, si vous voulez, à partir du moment où ils avaient pris la justice congolaise, tous les magistrats du Congo avaient été appelés par ce minable criminel de Sassou pour leur dire « Vous ne devez plus recevoir Maître Ganga devant les tribunaux ». Je savais qu'il préparait déjà un coup comme un prédateur. Et comme M. Sassou est véritablement un prédateur, il prépare d'abord le terrain avant de foncer sur vous. Et donc, j'avais déjà su qu'il se préparait quelque chose contre moi. Puis, ce qui lui importait, c'était que je ne sois plus visible afin que, en ce moment-là, si quelque chose m'arrive, il ne sera pas coupable. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Je peux penser que c'est ce qui est arrivé, malheureusement, à Maître Malonga. Hervé Ambroise Malonga. Exactement. Ça aurait pu m'arriver, moi. Mais bon, je connais le système et je les connais. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission. Maître Amédée Nganga, probablement un mot de la fin en quelques secondes. En quelques secondes, que le peuple ne se résigne pas. Ils ne doivent pas satisfaire, ou du moins, ils ne doivent pas adhérer à la vilainie du crime. Ils doivent sublimer la vie et ils doivent adhérer à la lumière de la liberté et de la justice. Et comme je l'ai dit, un Congo fondé sur le mensonge au service du crime, non. Mais un Congo fondé sur la liberté, sur la vérité au service de la liberté et de la justice. Voilà ce que ma modeste personne peut souhaiter pour les différents peuples vivant sur le territoire congolais. Et je suis prêt à leur offrir un État juste, ou du moins, moi et d'autres personnes ensemble, et les Congolais sont très nombreux qui sont vertueux. Nous pouvons nous battre pour que ce Congo soit un Congo vertueux, qu'il ne soit pas au service des intérêts, j'allais dire, égoïstes et criminels, puisque la vie sur Terre, elle est si fragile et ça passe si vite. On a besoin de vivre ne serait-ce qu'une seconde heureux et que les intérêts de la France ne peuvent pas être incompatibles avec le bien-être du peuple congolais. Et c'est ça que je souhaite à ce peuple qui souffre tant, en espérant que demain, la Constitution de 92 sera notre lieu de rencontre pour pouvoir recommencer ce qui a été perdu et que le Congo progresse. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Maître Amédée Nganga, d'avoir consacré votre temps si précieux pour nos téléspectateurs. Revenez quand vous le souhaiterez pour l'intérêt de l'humanité. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous avez été une fois de plus aimables. Restez donc branchés sur votre canal TELER TV. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.